Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Jamais le général Mandon, qui est un professionnel, aurait pu prononcer cette phrase sans l'aval, au moins informel, du président de la République. Ce sont quelques mots prononcés par le général Fabien Mondon, chef d'état-major des armées françaises, à l'occasion du 107e congrès des maires de France. Des mots qui ont eu l'effet d'une bombe. On a tout le savoir, toute la force économique, démographique, pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Perdre nos enfants, souffrir économiquement. Tout de suite, les images des poilus et des gueules cassées de la Première Guerre mondiale ou des maquisards et des fusillés de la Seconde nous reviennent à l'esprit. L'ennemi est désigné, la Russie de Vladimir Poutine, dont l'appétit croissant nous est présenté un peu comme celui du Troisième Reich, le siècle dernier. C'est la guerre sur notre continent. Depuis maintenant presque 4 ans. Et ce n'est pas un premier événement. C'est-à-dire qu'en 2008, la Russie décide d'attaquer la Géorgie. En 2014, elle s'empare de la Crimée. En 2022, elle relance une attaque en Ukraine en s'emparant de 4 régions qu'elle a quasiment conquises aujourd'hui. Donc quand on regarde ce film, 2008, 2014, 2022, il n'y a aucune raison d'imaginer que c'est la fin de la guerre sur notre continent, malheureusement. Malheureusement, la Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Elle s'organise pour ça, elle se prépare à ça, et elle est convaincue que son ennemi existentiel, c'est l'OTAN, c'est nos pays. Bien entendu, il y a eu polémique, et Emmanuel Macron a pris le parti de défendre son chef d'état-major, dont les propos auraient été sortis de leur contexte. Ce qui est logique, car lui-même disait à peu près la même chose en mars dernier, en des termes, on va dire, business friendly. Il n'y a qu'un chef des armées en France, c'est le président de la République. Il y a ensuite un lien et un commandement qui se fait avec le chef d'état-major des armées, qui a toute ma confiance, et qui a tenu un discours qui était beaucoup plus élaboré que la phrase qu'on en a sortie. Je vois assez bien de quoi il peut s'agir, sortir une phrase et la sortir de son contexte pour faire peur. Il faut se préparer à la guerre, nous dit-on au sommet de l'État. Mais comment et pourquoi ? Doit-on imaginer la Russie de Vladimir Poutine lancer un assaut sur Paris ou voler l'Alsace et la Lorraine ? Doit-on se préparer pour une guerre au sol, pour un nouveau service militaire au bout duquel certains appelés reviendraient dans un cercueil ? Est-ce que tout cela ne relève-t-il pas plutôt du conditionnement du complexe militaro-industriel qui veut imposer des arbitrages budgétaires qui lui seraient favorables tout en nous faisant peur et en nous mobilisant tous d'une manière ou d'une autre sous le drapeau ? Avec Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po, politiste et auteur de nombreux ouvrages, dont L'art de la paix, paru chez Flammarion, nous allons tenter d'aborder ces sujets dans le fond. Vous regardez le 2e épisode de Mondialité sur Off Investigation. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Alors, le général Fabien Mondon nous promet une bonne vieille guerre à l'horizon de 2030, une bonne vieille guerre contre la Russie, une guerre que Moscou
déclencherait peut-être pas contre la France, mais contre un pays de l'Union européenne, ce qui nous entraînerait naturellement dans la belligérance. Est-ce être munichois que de ne pas partager ces projections effrayantes? Alors, il y a plusieurs choses, hein. D'abord, je ne dirais pas que le général nous promet. Il a eu cette phrase étonnante, stupéfiante, qui effectivement fait réagir pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons qui ont créé un malaise profond et dont je vois mal comment on pourra le rembobiner. La première raison, c'est que y a-t-il une question plus grave dans une société, dans un pays, que la guerre et la paix? Et donc, c'est une prise de parole du président, du chef de l'État, qui devrait indiquer ce que sont les problèmes, ce que sont les informations dont il dispose et ce que sont les risques pour notre société. Je suis très étonné que ces paroles viennent du chef d'état-major. C'est un peu comme si un recteur d'université prenait soudain la parole et annonçait une grande réforme nationale des lycées et collèges, par exemple, ou des universités. Donc il y a là déjà une première question et du coup un premier malaise, parce que ce que l'opinion aurait pu écouter d'une certaine oreille venant du président de la République, du chef de l'État, ne l'entend pas de la même oreille lorsque ça vient d'un chef militaire qui en plus n'est pas encore très connu du public. Deuxième élément, il a employé une phrase qui était probablement destinée à choquer, à impressionner, sacrifier des enfants, c'est quand même quelque chose de fortement imagé. Et comment peut-on reprocher à une opinion publique d'y voir la projection de tous les fantasmes accumulés depuis plus d'un siècle? C'est Fabien Roussel, le dirigeant communiste, qui a parlé des monuments aux morts qui fleurissent un peu partout en France, mais on évoque aussi, du coup, les tranchées, la chair à canon, toutes les images d'Épinal tragiques qui ont accompagné la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas très heureux. Surtout que, troisièmement, quand on parle de guerre en Europe, même si on n'emploie pas le terme, on pense à Troisième Guerre mondiale. Ce qu'il faut avoir dans la tête, c'est que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, je ne suis pas spécialiste en matière d'horoscope, mais s'il y a une guerre en Europe, elle aura une configuration totalement différente des deux premières guerres mondiales, pour des raisons techniques, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, et on pourrait ainsi en ajouter. Les guerres en période de mondialisation n'ont rien à voir avec les guerres du temps où la géopolitique traditionnelle gouvernait et conditionnait le monde. Alors justement, on va parler de la guerre telle qu'elle peut exister au XXIe siècle entre nations puissantes ou au sein de nations puissantes. Mais est-ce que ces phrases du général Mandon, qui a fait un long exposé très idéologique, est-ce que ça ne traduit pas finalement la réalité du complexe militaro-industriel en France et sa volonté de peser politiquement, notamment sur les questions budgétaires? Parce que sur l'Afrique, on a toujours dit que les militaires en France avaient une forme d'impérium. Mais peut-être que de manière plus générale, sur la politique de défense et sur la politique étrangère, ils n'ont pas le dernier mot, mais ils ont des besoins qu'ils expriment, notamment en nous faisant peur. Alors, on parle depuis longtemps du complexe militaro-industriel. Il ne faudrait pas en faire une formule simplificatrice. Qu'il y ait des intérêts économiques, je dirais, M. de la Palisse en dirait autant. Que ces intérêts économiques soient déterminants dans le jeu des relations internationales, c'est plus qu'évident. Ne perdons pas le temps à commenter quelque chose qui est absolument acquis. Maintenant, il faut comprendre que la guerre aujourd'hui va bien au-delà du seul complexe militaro-industriel. Il y a un lobby militaire, indépendant des lobbies économiques, et puis il y a un jeu politique. Moi, ce qui me frappe, c'est la nature de plus en plus politique des guerres. Je veux dire par là, quelque chose qui peut paraître bizarre, voire banal, mais quelque chose qui touche
à, je dirais, la sensibilité même du thème de la guerre et de la paix aujourd'hui. Ces chefs d'État, ces dirigeants politiques qui utilisent la guerre pour pérenniser et consolider un pouvoir affaibli. C'est évident pour Poutine, qui a fait de ce Make Russia Great Again la formule qui lui permet, d'une part, de recevoir l'adhésion d'une population qui s'est sentie frustrée dans son nationalisme depuis la chute de l'URSS, et d'autre part, à travers la bonne vieille économie de guerre et le régime martial, l'idée que l'on peut tenir en bride son opinion publique de façon beaucoup plus aisée. Tournons-nous vers le drame, la tragédie palestinienne, et que voyons-nous? Un Benjamin Netanyahou qui fait de la guerre un moyen de pérenniser son pouvoir, tant du point de vue de son devenir personnel, individuel, que du point de vue du devenir de sa coalition. Et puis on pourrait continuer. Si on prend en compte les stratégies de M. Kagame au Rwanda et dans sa projection dans le Kivu, si on prend en compte le drame soudanais et l'épouvante qui l'entoure, on voit aussi des stratégies politiques de pérennisation au pouvoir qui passent bien avant les calculs économiques qui existent. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est cette hystérisation du politique qui ensuite nourrit les appétits des opérateurs économiques. C'est-à-dire, évidemment, l'occasion est trop belle pour les opérateurs économiques de se payer sur la bête. Derrière le rideau de la parole de ce général, il y aurait le président Macron qui envierait Poutine, Netanyahou ou tous ces présidents qui profitent des guerres sans fin. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est pas non plus totalement distinct. Je veux dire par là que, bien sûr, jamais le général Mandon, qui est un professionnel, qui connaît parfaitement les circuits de décision, aurait pu prononcer cette phrase sans l'aval au moins informel du président de la République. Ou alors, vraiment, on est dans un ordre institutionnel complètement chaotique et ce serait grave. Je pense qu'effectivement, il a dit en accord avec le président. Je ne dis pas que le président veut ressembler à Poutine ou à Netanyahou. D'ailleurs, Poutine et Netanyahou eux-mêmes sont confrontés à des impératifs politiques de nature différente. Mais à chaque fois, il s'agit de pérennisation du pouvoir. En France, nous avons affaire, on en reparlera peut-être, à une situation internationale complexe, grave, donc il ne faut pas non plus jouer l'autruche dans cette affaire, mais on est aussi confronté à une décomposition politique comme on n'en a jamais vu en France, même sous la 4e République. C'est-à-dire, depuis, en gros, la dissolution du printemps 2024, nous sommes dans une situation complètement chaotique. On sait que dans la Constitution de la Ve République, non pas la lettre, mais l'interprétation qui est donnée de la lettre confère un domaine réservé au président de la République qui est celui des affaires étrangères et de la défense, et que dans cette situation chaotique, on ne s'étonnera pas qu'Emmanuel Macron se réfugie dans l'espace politico-militaire. Ça, c'est absolument certain. Maintenant, il serait quand même naïf de voir derrière cette fameuse phrase une façon de gérer la crise de politique intérieure. C'est beaucoup plus compliqué, c'est tout le problème très ardu du positionnement de la France dans le jeu international actuel, et je pense que cette phrase a ouvert un débat. Moi, j'aurais préféré, encore une fois, que le débat fût ouvert d'abord devant la représentation nationale. Le Parlement n'a pas été saisi de ces questions avant cette déclaration, c'est quand même assez étonnant, et puis ensuite qu'il y ait un vrai débat dans l'espace public national. Alors, ces propos du général Mandon interviennent alors que la Russie de Vladimir Poutine essaye de finir le travail, entre guillemets, en Ukraine, alors même que des pourparlers de paix sont censés avoir lieu, et avec d'une certaine manière la complicité des États-Unis, ou du moins du président des États-Unis, Donald Trump. Est-ce que cet alarmisme n'est pas lié à ce grand lâchage de Washington? Et comment ce lâchage s'explique-t-il? Alors,
il y a plusieurs éléments, mais tu as raison dans l'énonciation. C'est-à-dire qu'il y a à la base de tout ce qui est en train de se jouer en ce moment, non pas la complicité, j'aime pas ce terme, mais la connivence entre la Russie et les États-Unis. Je ne veux pas me faire de la publicité, mais il y a 15 ans, j'ai sorti un livre intitulé La diplomatie de connivence, pressentant venir ce paramètre nouveau. En gros, qu'est-ce que c'est la connivence? La connivence, ce n'est pas de l'adversité, ce n'est pas de l'alliance, c'est intermédiaire entre les deux. La connivence, ça consiste à faire de l'adversité non pas un moyen de s'affronter, mais un moyen de contrôler entre les deux connivents le jeu mondial. C'est finalement la dynamique de la guerre froide qui a pris ça à l'époque à l'URSS et aux États-Unis. C'est-à-dire qu'au départ, la guerre froide était destinée en quelque sorte à opposer deux camps, le camp soviétique et le camp occidental, et au fil du temps et à mesure qu'a été tricotée la coexistence pacifique, les leaders soviétiques et américains se sont aperçus que c'était un moyen de construire une diarchie, de se partager le monde, de contrôler le monde. C'est l'image de Brejnev et Nixon sur la pelouse de la Maison-Blanche. C'est cette façon de considérer qu'ils étaient l'un et l'autre les coprinces du monde. Et l'Europe, là-dedans, ce n'était qu'accessoire. Le Sud global, c'était inférieur. C'était ce qu'on appelait à l'époque la périphérie, d'ailleurs, d'un terme particulièrement méprisant. Et donc, les deux princes du monde, le prince de la Maison-Blanche et celui du Kremlin, co-géraient celui-ci. On a vu ce phénomène se défaire à mesure que l'URSS s'effondrait et que la période helsingienne ne permettait pas cette résurgence de l'ancienne puissance moscovite. Et puis, avec Poutine, on a eu, comme je le disais tout à l'heure avec beaucoup de guillemets, le « Make Russia Great Again », c'est-à-dire Poutine a fait de la restauration de la puissance russe une marque politique qui lui a permis, en quelque sorte, de recevoir l'adhésion en même temps de tout un entourage et de l'opinion publique russe, et peu à peu, rencontrant la démarche symétrique chez Trump, il s'est créé une connivence russo-américaine extrêmement dangereuse pour le reste du monde, pour le Sud global, bien sûr, mais le problème est différent, peut-être on en reparlera, mais surtout pour l'Europe, qui est la grande perdante de cette diplomatie de connivence, et d'une diplomatie de connivence qui est doublement dangereuse, parce qu'elle risque d'asphyxier l'Europe, elle-même d'ailleurs incapable de se définir par rapport à ces deux pôles, et qui, tout en protestant de son indépendance, aime être bercée par le daddy américain, comme dit M. Rutte. Et l'autre danger qu'il ne faut pas négliger, c'est que mettez-vous à la place de Poutine dans son entreprise militaire, voyant que les États-Unis jouent la carte connivente plutôt que la carte du containment, de l'endiguement, de l'équilibre de puissance, se dit mais j'ai une autoroute devant moi pour foncer en Ukraine et peut-être un petit peu au-delà. Donc effectivement, tout ça crée ce climat d'angoisse, de peur, qui est d'autant plus mal géré, ça j'insiste beaucoup là-dessus, qu'on nous parle d'un danger de guerre, mais personne ne nous explique à quoi peut ressembler cette guerre, qui sera beaucoup plus cybernétique, communicationnelle, propagandiste, économique, que réellement militaire au sens traditionnel du terme. Et que nous dit-on pour nous protéger face aux cyberattaques, face à la désinformation, face à toutes ces manipulations qui risquent d'être l'avenir de l'Europe? On ne sait pas. Et puis enfin, dernier élément dont il faut bien parler, c'est très beau que l'Europe crie « danger, danger, danger ». J'aimerais bien aussi qu'elle fasse une proposition de paix. Il y a un plan américain qui est un plan russe déguisé de paix en Ukraine. Il n'y a pas de plan européen. Alors c'est facile de critiquer effectivement les deux connivents, mais si on n'est pas soi-même capable de proposer un plan de paix, eh bien, effectivement, on se met de soi-même en position d'infériorité.
Alors, quand on écoute le général Mandon parler, on l'a dit en début d'émission, on a l'impression d'être revenu dans la deuxième moitié du XXe siècle, à l'époque de la guerre froide. C'est un retour du refoulé ou c'est une illusion? Non, je crois que les gens ont en tête autre chose. Enfin, pour avoir écouté les retours de cette fameuse phrase, on entend beaucoup plus ce que tu disais tout à l'heure, les tranchées, les souvenirs des attaques frontales, des bombardements sur les villes, tout un tas de choses de cette nature. On va même jusqu'à imaginer les chars russes traversant le Rhin ou défilant aux Champs-Élysées. Tout ça est absurde. Tout ça est absurde. Mais ce qui n'est pas absurde, c'est de considérer le risque, effectivement, lié à cette diplomatie de connivence qui est en train de renaître. Et la faiblesse humaine, c'est de ne penser l'avenir qu'avec les matériaux et les concepts du passé. Donc on n'arrive pas à se projeter dans ce scénario nouveau. Non seulement l'opinion publique, après tout, elle a d'excuses pour ça, mais même le politique, les politiques. Alors, on va évoquer cette perspective de guerre totale en Europe, avec des guillemets, mais je voudrais qu'on parle de l'appétence d'Emmanuel Macron pour ce registre guerrier. On se rappelle de son « Nous sommes en guerre » pendant la période du Covid-19, qui a conduit à une forme d'état d'exception. Comment tu l'expliques? Alors, tu sais, c'est une vieille histoire. Depuis la Renaissance, c'est-à-dire la construction de l'État-nation moderne, les chefs d'État, qu'il s'agisse des rois, qu'il s'agisse de l'empereur, ou même des deux empereurs qu'on ait connus, ou des républiques qui se sont succédées, pensent l'avenir en termes de guerre, pensent leur gloire et leur pouvoir en termes martiaux. Il faudrait un jour quand même savoir changer de logiciel. C'est malheureux à dire, ça m'écorche la bouche, mais la guerre a été fonctionnelle pendant des siècles. C'est comme ça que la carte de l'Europe s'est dessinée dans le sang. C'est comme ça que les États se sont construits, que les différends entre États ont été réglés. Aujourd'hui, il est temps de considérer que les guerres ne règlent plus rien. Les guerres n'ont jamais été aussi coûteuses, aussi meurtrières, aussi nombreuses depuis 1945. Elles ne débouchent sur rien. Donc, effectivement, ce mariage béni des dieux entre l'État et la guerre, maintenant, il appelle que l'on enregistre le divorce et que l'on pense effectivement une politique de paix. Mais c'est drôle, peut-être avec l'âge je deviens dur d'oreille, mais j'entends jamais parler de paix. J'entends beaucoup parler de guerre, j'entends jamais parler de paix. Pourtant, il y a des solutions de paix. Pense qu'en Europe, on a réussi en pleine guerre froide à créer les accords d'Helsinki, 1975, qui ont plus ou moins, mais quand même, pour l'espace européen en tous les cas, plutôt bien géré le dernier temps, la dernière séquence de la guerre froide. Et après la chute du mur, l'effondrement de l'URSS, la fin de la bipolarité, bref, la transformation du monde, on n'a jamais mis à jour ces accords d'Helsinki. Si on faisait un Helsinki 2, si on créait les conditions nouvelles d'une sécurité européenne, tout le monde y trouverait son bénéfice. C'est-à-dire, l'URSS la Russie ne pourrait plus dire qu'elle est marginalisée ou qu'elle est menacée par l'OTAN. L'OTAN n'a plus rien à faire. L'OTAN était là pour contenir le camp soviétique. L'OTAN était là dans une logique campiste, comme on dit, c'est-à-dire où deux camps s'affrontaient. À partir du moment où il n'y a plus qu'un seul camp, le simple maintien de l'OTAN fait de tous ceux qui sont extérieurs un ennemi potentiel. Et c'est cette matrice qui s'est mise en place en Russie, avec tous les excès et les délires que Poutine a su manipuler pour, comme je disais tout à l'heure, consolider son pouvoir. Il faut remettre... Mais quand même, par exemple, le général Mandon, Bertrand, quand il dit « nous », il parle de l'Europe, mais il parle aussi de l'OTAN. Pour lui, le « nous », notre identité, c'est l'OTAN. Oui, alors ça, moi, je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas à quoi il pense. Ceci dit,
Moi, ça me fait toujours rêver presque comme un cauchemar quand on me parle de l'OTAN porteuse de valeurs. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre M. Orban et M. Sanchez? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Mme Meloni et M. Starmer? En fait, j'en sais rien. Qu'est-ce que l'OTAN réellement a fait dans la crise ukrainienne? L'essentiel de l'aide occidentale apportée à l'Ukraine a été apporté sur le mode bilatéral ou à l'initiative de l'Union européenne, ou du temps de Biden des États-Unis, mais pas à partir de l'OTAN. Donc l'OTAN est là comme un épouvantail, et un épouvantail qui a beaucoup rapporté à Poutine. Pourquoi? Parce que Poutine a su transformer ses défaites militaires en victoires diplomatiques en disant, finalement, si on en est là, c'est parce qu'il y a cet Occident collectif incarné par l'OTAN qui nous menace et sous-entendu qui nous a empêchés d'aller jusqu'à Kiev. Et ce discours, il est audible chez les BRICS, dans le Sud global, parce que le Sud global se dit mais l'OTAN c'est un petit club fermé d'occidentaux, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, et du coup on sent que le Sud Quasiment global... un club racial. Ah, ben, bien sûr. Et du coup, le Sud global est assez attentif à ce que dit Vladimir Poutine, qui ne lui paraît pas absurde par rapport à ses propres catégories de compréhension. Rappelle-toi le succès de la conférence russo-africaine à Saint-Pétersbourg, je crois que c'était à la fin de 2023, où on avait assisté à une profusion d'amabilité entre des Africains qui se sentaient soudain un dénominateur commun avec la Russie, c'est-à-dire celui de l'exclusion par rapport à ce centre du monde que représente l'OTAN. Bref, l'OTAN coûte très cher à notre vieux monde et ne lui rapporte pas gros. Alors la guerre telle qu'elle nous est décrite par le général Mandon est d'abord une question d'hommes jeunes à mobiliser, prêts à se sacrifier, mais au XXIe siècle. Est-ce que c'est vraiment ça, la guerre? Alors, bon, à ma connaissance, Charles Mandon n'a pas dit que cette jeunesse irait au front. Hein, au contraire, Emmanuel Macron lui-même a cru utile de dire, mais de toute Si elle façon... meurt, c'est au front. Oui, mais alors, je ne suis pas l'exégète du général Mandon, mais certains disent, et compte tenu de ce qu'est le profil culturel d'un militaire, ça ne m'étonne pas, quand on parle de sacrifier ses enfants, c'est les enfants de la patrie, et on a beau jeu de dire, mais regardez ceux qui sont morts au Sahel, ceux qui sont morts sur ce qu'on appelle les théâtres d'opérations extérieures, c'était des enfants de la France. Enfants de la France, ça ne veut pas dire des gamins de 18 ans, ça veut dire des Français, quoi, en gros. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire ça, parce que de toute manière, moi j'essaye de comprendre le scénario. C'est-à-dire une guerre entre la Russie et... Alors qui d'ailleurs? Quand on dit l'Europe, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est l'Union européenne? Est-ce que c'est l'OTAN en Europe? Je n'en sais trop rien. Mais quand on pense à cela, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça ne sera pas une avancée de chars qui percerait des lignes de front quelque part en Saxe ou en Bavière ou je ne sais où. Ce serait probablement une guerre... je dirais métamilitaire, c'est-à-dire qui ne se jouerait pas sur un champ de bataille. Justement, Bertrand, sur le champ industriel, sur le champ technologique, l'Europe, elle a beau être une force économique, elle est un nain sur ces champs spécifiques, parce qu'elle n'a pas de souveraineté technologique numérique, et également parce qu'elle n'a pas de force industrielle, elle n'a plus la force industrielle qu'elle avait par le passé. Mais Théophile, il faut bien avoir en tête une chose que l'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'à l'heure de la mondialisation et de l'interdépendance, tous les systèmes sont fragiles, y compris le système états-unien. Et d'ailleurs, on l'a vu dans sa difficulté de se positionner dans cette nouvelle séquence de la mondialisation. Si maintenant on veut passer de la fragilité potentielle à la fragilité réelle, voire à la fragilité destructrice, c'est très facile de faire. On peut complètement brouiller un système de production sans avoir pour autant à envoyer des roquettes, des fusées ou des chars ou je ne sais quoi. Donc moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on ne nous dit rien à propos de ça. C'est-à-dire comment, si ce genre d'affrontement avait lieu, je ne dis pas guerre, je dis affrontement, comment
réagirions-nous? Sommes-nous préparés à, par exemple, l'implosion de notre système de production? Et faire imploser le système de production, c'est facile, à partir de cyberattaques, à partir d'une déstabilisation de notre appareil de production, et tout ceci aurait des conséquences mortelles pour les sociétés. C'est pas une guerre aimable, hein, un système cybernétique complètement déréglé dans les hôpitaux, tu imagines le nombre de Mais morts? justement, étant donné que le cloud est américain, étant donné que tout ce qui est le soubassement des interconnexions de nos systèmes sont étrangers à l'Europe, peut-être que on n'a pas forcément envie d'entrer dans les détails parce que ces détails montreraient la fragilité d'une France et d'une Europe qui finalement ont joué plus que les États-Unis ou la Russie le jeu de la mondialisation, et ils se retrouvent un peu cocus dans la mesure où ils ont perdu plus qu'ils ont gagné en termes de... Oui, enfin, je n'irai pas trop loin dans cette distinction qui a sa part de vérité, parce que je ne considère pas le système économique ou industriel américain à l'abri d'une déstabilisation du fait du jeu d'interdépendance. Prenons la chose à un niveau infiniment plus modeste, mais qui a l'avantage d'être concrète aujourd'hui. Quand M. Trump s'est cru l'homme le plus fort en jouant des tarifs douaniers, très vite, ça lui est retombé sur le pied. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, et ça, on ne l'a pas compris, on est, qu'on le veuille ou pas, dans une logique d'interdépendance. Qu'on ne le veuille ou pas. C'est-à-dire, on peut faire les professions de foi Donc toute ultra. guerre est une guerre contre soi-même dans ce contexte. Tout à fait. Mais tu mets le doigt, je crois, là où il faut, c'est-à-dire que pendant des siècles, nous avons vécu dans un modèle à somme nulle. Qu'est-ce que c'est le modèle à somme nulle? C'est tout ce que je te prends, je le gagne. Tout ce que tu perds, je le gagne. Et c'est comme ça que la guerre a, entre guillemets, marché. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce paradigme. Parce que ce que tu perds, je risque, d'une façon ou d'une autre, de le perdre aussi. Bah, et ça c'est ce qu'on appelle l'interdépendance. C'est la grammaire interdépendentielle qu'on ne veut pas voir en face, parce qu'on est trop marqué par le passé, parce qu'on a peur de certaines vérités, hein. Et là, la surprise peut être très forte, mais personne ne peut rouler, dans le monde tel qu'il est, personne ne peut rouler les mécaniques en disant « je les ai bien eus, je les aurai, et moi, je ne risque rien ». Non, Ah. la Russie, dans le jeu de guerre actuel, souffre énormément, pour les mêmes raisons. Alors les États-Unis de Donald Trump, qui sont en réalité l'éléphant dans la pièce, ne partagent pas l'alarmisme européen et sont pressés d'en finir avec la guerre russo-ukrainienne, de quelque manière que ce soit, en prenant peut-être le parti du plus fort pour contraindre le plus faible à la capitulation, pour s'investir dans autre chose. C'est quoi ce autre chose qui intéresse les Américains et qu'est-ce que cela dit de notre époque? Alors d'abord, je dirais jamais les Américains, parce que ça L'Amérique de n'existe Donald pas. Trump. Voilà, l'Amérique de Donald Trump, c'est-à-dire Donald Trump lui-même, parce que même si on regarde l'entourage, les choses sont beaucoup plus complexes qu'on ne le croit. Moi, je pense que dans la séquence actuelle, je ne veux pas théoriser sur le moyen et a fortiori le long terme. Dans la séquence actuelle, Trump court après deux lièvres à la fois. Et c'est ça sa faiblesse. Il ne faut jamais dans la vie courir après deux buts différents. Il cherche d'une part à sceller véritablement cette connivence dont on parlait tout à l'heure entre la Russie et les États-Unis, parce qu'il considère que c'est une façon d'atteindre l'optimum de la puissance, considère que cette diarchie d'antan était le temps béni, parce qu'il voit bien que l'hégémonie américaine, elle est mise en échec partout et par plus petit que soi. Donc cette connivence, dans son esprit, et à mon avis c'est déjà critiquable, mais dans son esprit est la carte gagnante, mais en même temps, il veut paraître comme le grand faiseur de paix, le prix Nobel de l'année prochaine, et des choses de cette nature. Alors, les deux objectifs s'opposent, parce que s'il veut être connivant, il va falloir qu'il soutienne Poutine jusqu'au bout et qu'il délaisse Zelensky, ce qu'il a fait déjà de manière assez substantielle. Mais s'il veut avoir l'auréole du faiseur de paix,
là, à ce moment-là, il faut qu'il obtienne l'adhésion de Zelensky. C'est-à-dire, il faut que Zelensky accepte de se plier à sa loi. Et derrière Zelensky, la société, le peuple ukrainien, qui a déjà tant souffert et qui ne veut pas avoir souffert pour rien. Et à ce moment-là, pour obtenir l'adhésion de Zelensky, il doit lui lâcher des concessions. S'il lâche des concessions à Zelensky, il déplaît à Poutine. Et donc c'est là que ces deux objectifs risquent de se contredire. Mais sa conception de la paix est peut-être une conception qui repose sur une vision traditionnelle de la guerre, en ce sens que la paix, c'est le moment où celui qui a perdu obtient des garanties minimales face à celui qui a gagné. Donc il faut, dans ce cas-là, que qu'on laisse la victoire à celui qui a gagné pour précipiter la possibilité de paix. On le voit avec la Palestine, où c'est une Palestine écrasée à Elle qui... n'est pas écrasée, la Palestine. Enfin, en tout cas, d'un point de vue territorial, Gaza est enseveli sous les décombres. Ah oui. Alors attention, il faut distinguer entre cette épouvantable destruction de Gaza et la résistance palestinienne. C'est-à-dire que la grande défaite de la puissance dans le conflit israélo-palestinien, c'est qu'après 78 ans de martyrs du peuple palestinien, la cause palestinienne est intacte. Je pense qu'elle est même plus vigoureuse qu'elle ne l'était il y a 78 ans. Donc ça prouve que la puissance est devenue impuissante. C'est exactement comme quand le général Massu nous annonçait à l'issue de la bataille d'Alger qu'il avait éradiqué le terrorisme et 4 ans après, on avait les accords d'Évian. Il faut faire très attention à cela. C'est-à-dire que précisément, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, la bataille décisive de Clausewitz, la victoire dans la guerre, c'est devenu chose extrêmement rare. On a connu les batailles de la Marne, la bataille de Midway, et puis si on remonte plus loin dans le temps, Sébastopol, et puis Iéna, et puis Austerlitz, etc. Depuis 1945, on en a connu des Austerlitz ou des Waterloo ou des batailles de la Marne? Non. Le grand problème, c'est que justement, la puissance ne fait plus la décision. Et à partir du moment où la puissance ne fait plus la décision, elle laisse aux faibles une marge de manœuvre qui, s'il est habile, peut lui permettre d'échapper à l'humiliation et à l'écrasement. Ça ne veut pas dire qu'il échappera à la mort, qu'il échappera au sacrifice et à tout ce que l'on connaît de tragédie tant en Ukraine qu'en Palestine. Mais le gros dilemme de Trump, c'est que croyant encore aux vertus de la puissance classique et de la guerre classique, il mise sur la possibilité d'offrir à peu de frais la victoire à Poutine et en même temps de pouvoir... Et à Netanyahou. Et à Netanyahou, et en même temps de s'auréoler des palmes de la paix. Je pense qu'il n'aura rien de tout ça pour les raisons que j'ai évoquées. Merci Bertrand, politiste, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous dans 2 semaines exactement pour un nouvel épisode de Mondialité avec Bertrand Badi. Comprendre le monde, c'est aussi refuser qu'il soit raconté par les puissants. Pour que ces décryptages restent libres et accessibles à tous, soutenez Off Investigation. Rendez-vous sur offinvestigation.fr pour faire un don. On compte sur vous. Chaque euro compte.